Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2025. J'ai le plaisir de recevoir dans mes entretiens, vous savez que j'essaie d'avoir sur UPR TV avec de nombreuses personnalités venues du monde politique ou socio-professionnel, j'ai le plaisir de recevoir un agriculteur de la Sarthe, qui s'appelle Benoît Bulot. Bonjour Benoît Bulot. Bonjour Monsieur Asselineau. Qui est agriculteur. Il va nous expliquer dans un instant ce qu'il fait, mais qui est également syndicaliste, puisque il a été élu à la tête de la liste aux dernières élections pour les chambres d'agriculture. Il a été élu à la tête de la liste de la coordination rurale, qui, vous le savez certainement, est ce syndicat agricole qui a fait une forte percée lors des dernières élections. C'était en décembre dernier, je crois. Au mois de janvier, dépouillement février. Ah voilà, c'était en janvier, dépouillement février, et au point de menacer la toute-puissance de la FNSEA, qui, comme vous le savez, règne sur l'agriculture française depuis des décennies. Eh bien, là, le vent du boulet a sifflé autour de la FNSEA. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Benoît Bulot. Vous n'êtes pas adhérent de l'UPR, mais je crois que vous savez un petit peu qui nous sommes. Vous êtes, exactement. Vous avez une certaine sympathie peut-être pour l'UPR. Oui. Alors, qui êtes-vous? Expliquez-nous. Quel âge avez-vous? Vous avez 41 ans, je crois. Donc voilà, j'ai 41 ans. Donc moi, je me suis installé sur le tard, donc au 1er novembre 2023, donc sur une exploitation avec uniquement de la culture, voilà. Donc en double activité, puisque jusqu'à peu de temps, j'étais commercial en matériel agricole. Mais vos parents étaient agriculteurs? Mes parents étaient agriculteurs, donc ils faisaient un petit peu de vache allaitante en race charolaise, et puis ils faisaient un petit peu d'engraissement en porc. Dans la région, donc dans le nord-est de la Sarthe, voilà, dans le Perche sartois, voilà, donc en limite de l'Orne et de l'Eure-et-Loire. Très bien. Donc, vos parents avaient des enfants? Oui. Vous? Moi, et puis j'ai une sœur, donc... donc deux enfants. Voilà. Et donc, dans un premier temps, vous vous êtes dit, je vais être commercial. Donc, dans un premier temps, vous n'avez pas voulu reprendre l'activité Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que moi, mes parents ont pris leur retraite sur le tard, donc ils avaient une petite exploitation, donc il y avait par conséquent impossibilité d'accueillir une troisième personne, hein, puisque la taille économique n'était pas assez suffisante, donc j'ai travaillé pas mal à l'extérieur. Donc, dans un premier temps, j'étais salarié en élevage porcin, voilà, parce que c'était ma passion, l'élevage de porc. J'ai tenté à 2 reprises de retrouver une exploitation extérieure à celle des parents pour avoir quelque chose de viable, en vivre à plein temps. Malheureusement, ce fut un échec pour 2 raisons bien différentes, bien distinctes. Et au final, j'ai décidé de me mettre en double activité, donc avoir d'un côté une carrière commerciale qui me permette de vivre et puis conserver l'exploitation familiale. D'accord, donner un coup de main à vos parents. Voilà, exactement. Et donc là, ils ont pris leur retraite en fin 2023. Donc là, maintenant, je suis le seul et unique gérant de l'exploitation familiale. D'accord, votre sœur n'a pas été intéressée par... Non, c'était pas tellement sa passion. Donc non, elle est partie sous d'autres cieux. Passion, hein, vous dites ça à plusieurs reprises. C'est une passion pour vous? Oui, c'est une passion. Voilà. De toute manière, il faut que ça soit une passion parce que c'est un métier où on compte pas ses heures. On est son propre patron. Donc c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'imprévus. Quand il y a une panne, on travaille avec les aléas météorologiques, donc forcément, oui, il faut que ça plaise, sinon, j'ai envie de dire, c'est même pas la peine de se lancer dans ce métier. Alors, vous avez combien d'hectares? Donc j'ai 60 hectares, donc la grosse partie en culture, après j'ai une toute petite partie en herbage pour faire de la vente d'herbe. De la vente d'herbe. Voilà, c'est ça, voilà, pour des éleveurs voilà, qui ont passé de surface chez eux. D'accord. Et donc, vous faites quoi comme culture, alors? Donc, moi, j'ai du colza, du maïs grain, du blé, de l'orge et du tournesol. Et ça donc, je fais des rotations. Voilà, chaque année, il y a une culture différente. Voilà, donc, j'ai ce qu'on appelle 3 têtes de rotation qui précèdent un blé. Donc, tournesol, colza et maïs. Et derrière chacune de ces têtes de rotation, je fais 2 cires à la paille, autrement dit un blé et une orge, et ensuite à nouveau une nouvelle tête de rotation. Voilà. Si bien que les cultures appelées têtes de rotation, elles reviennent que tous les 9 ans. Ah d'accord. Voilà, donc ça permet d'allonger la rotation, de casser le cycle des éventuelles maladies, des adventices, donc des mauvaises herbes qui peuvent revenir. Et c'est d'autant plus important dans mon système que moi, je me passe du labour. Donc d'où l'importance de bien allonger les rotations. Vous ne faites pas de labourage? Je ne laboure pas du tout, non, non. Ah bon? Non.
Donc ça fait longtemps, bien avant mon installation, que je m'intéresse à tout ce qui est culture, technique culturelle simplifiée, voilà, parce que déjà ça redynamise la vie du sol, ça incite à remettre l'agronomie au cœur du système, et c'est également un système qui consomme beaucoup moins de fuel pour l'implantation d'une culture, donc c'est écologique, puis c'est voilà, c'est très bon pour la vie du sol, voilà. Bon après chacun sa technique, après j'ai d'autres collègues qui vont vous dire qu'on peut pas se passer du labour, mais bon après les avis sont un peu vous utilisez beaucoup d'engrais? Vous faites de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture bio, de l'agriculture... C'est conventionnel. Après, bon, j'essaye d'utiliser le moins d'engrais possible, effectivement. Bon, après, sachant que moi, j'ai pas d'élevage, donc il y a la problématique, effectivement, d'avoir moins de matière organique. Après, là, j'ai le projet, j'ai un voisin éleveur de porc, donc là, qui va s'étendre et qui a pas assez de surface, donc je vais lui prendre du lisier, puis en échange, je lui livrerai du maïs grain. Donc j'ai ce projet-là qui est prévu d'être mis en place, effectivement. Ces systèmes de rotation, c'est vous qui en décidez ou bien c'est au niveau départemental, on donne des orientations aux agriculteurs? Non, bah ça après c'est au bon vouloir de l'agriculteur, mais bon après voilà, il y a des règles agronomiques. On sait très bien que si vous faites toujours un blé sur blé, effectivement, bah, les rendements vont s'épuiser, donc bah, c'est pas de votre intérêt parce que moins de rendement, moins de revenus, et puis il y a aussi les maladies. Je pense notamment au colza. Si un colza revient trop fréquemment, il y a une maladie qui s'appelle l'hernie du chou, due à une répétition trop accélérée sur une parcelle de la culture de colza. Donc c'est tout l'intérêt de l'agriculteur d'espacer une même culture au sein d'une même parcelle. Alors, c'est votre passion, vous en parlez, on vous écouterait pendant des heures, mais c'est une passion dévorante parce que ça vous prend combien d'heures de travail par semaine, en fait? C'est extrêmement variable, ça dépend des saisons. Donc là, dernièrement, je préparais mon implantation pour mes cultures de printemps, donc tournesol et maïs grain. Donc là, des semaines comme celle-ci, ça peut être un temps plein dans la semaine, à peu près une cinquantaine d'heures. Et puis à contrario, bah, comme j'ai que de la culture effectivement, en plein hiver, je vais y passer très peu de temps. Ça peut être des fois qu'une demi-journée dans la semaine. C'est assez variable. C'est aussi le charme de cette profession. Vous n'avez pas d'horaire de bureau. Non, voilà, je suis mon propre patron. Je fais les heures comme j'ai envie. Voilà. Si j'ai envie de préparer mes champs jusqu'à pas d'heure le soir, et ben je suis tout à fait libre. Voilà, c'est moi un peu. Bah, sachant qu'il y a les contraintes météorologiques aussi, donc on fait pas non plus ce qu'on veut. Alors, vous avez repris l'activité, l'exploitation de vos parents qui partent à la retraite en fin 2023. C'est ça. Et quelques mois après, en définitive, vous adhérez à un syndicat. C'est ça, la coordination rurale. Alors pourquoi vous avez adhéré à la coordination rurale? Alors moi, il faut savoir que je me suis intéressé à la coordination rurale bien avant mon installation. En fait, moi, j'en connaissais vaguement l'existence. Et j'ai découvert leur fonctionnement, en fait, quand j'étais encore étudiant. J'ai fait une visite au centre d'agriculture en 2004, donc j'avais à peine 21 ans à l'époque. Donc à Paris, vous venez à Paris pour le salon de l'agriculture. Voilà, exactement. Vous découvrez le stand où j'ai d'ailleurs déjà été accueilli très chaleureusement. Donc, j'ai discuté avec quelques cadres responsables départementaux, donc j'ai pris pas mal de documentation, je me suis abonné à leur journal, donc j'ai pris bien le temps d'étudier à la tête reposée, et là ça fait tilt, je me suis dit voilà, ça c'est le syndicat qu'il nous faut pour nous défendre. Et pourquoi ? Parce que c'est un syndicat, c'est le seul à mes yeux qui va droit au but. Le revenu, voilà, c'est on vit du fruit de son travail. On ne vit pas de primes. C'est votre slogan, hein, je crois. Des prix, pas des primes d'ailleurs, voilà. Des prix, pas des primes. Voilà, et pas de déprime non plus. Et pas de déprime forcément, voilà. Ce qui dit prix dit prospérité, donc fin de la déprime effectivement, voilà. C'est une bonne formule, tout à fait. Donc vous adhérez là, vous n'avez pas été tenté par d'autres syndicats. FNSEA, je comprends que vous ne vouliez pas parce que c'est le syndicat des big boss de la... Voilà, et puis en plus, ils se complaisent dans le système actuel où on est dépendant de primes parce que d'être compensatoire, c'est plutôt le terme qu'on vient d'employer. Être compensatoire, c'est le droit de vie et de mort sur nous. Voilà, ça c'est le premier point. La Confédération paysanne, alors sur le revenu, c'est pareil, ils sont pas très clairs. Ils parlent de réorienter les aides à l'actif, mais je veux dire, si on a du revenu, plus on aura de revenus sur une ferme, plus on peut employer de personnel. Donc ils sont pas très clairs. Ils parlent de réorientation, mais ils parlent pas vraiment de vivre du fruit de son travail. C'est assez politisé en plus. Et puis c'est très très politisé. Voilà, il s'est allié avec des mouvements écologistes très radicaux. Donc à titre personnel, c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc là, c'est vraiment, en fait,
moi, je ne me voyais pas choisir entre l'ultralibéralisme de la FNSEA et puis l'extrémisme, le dogmatisme de la Confédération paysanne. Et dans la coordination rurale, moi, j'ai vraiment trouvé une voie de bon sens, en fait. Ce que vous dites, ça correspond exactement au sentiment que j'ai eu en allant plusieurs fois, je suis allé de nombreuses fois au salon d'agriculture. J'avais été reçu notamment, je me rappelle, j'avais été reçu par Xavier Belin, qui était à l'époque à la tête de la FNSEA, qui m'avait reçu de façon sympathique. J'avais été un peu moins bien reçu au stand de la CNJA, d'ailleurs, parce que les jeunes agriculteurs, alors, ils étaient tout à fait dans la ligne du parti. Exactement. Enfin, j'avais quand même bien vu que Xavier Belin, c'était un homme, enfin, paix à son âme, mais qui roulait en Mercedes. Enfin, c'était quelqu'un qui était très fortuné, comme d'ailleurs l'actuel président de la FNSEA. Oui, exactement, oui. J'avais sollicité, enfin, on a des agriculteurs parmi nos adhérents à l'UPR, j'avais également sollicité d'être reçu par la Confédération paysanne. J'avais eu une fin de non-recevoir. Ils ne voulaient pas me voir. Oui, voilà. Il y a un certain sectarisme, effectivement, voilà, qui peut rebuter. Et c'est pour ça que j'ai le même sentiment que vous, c'est que ceux qui avaient été normaux, si j'ose dire, sympathiques, avec qui j'avais eu le sentiment d'avoir une conversation allant au fond des choses, du bon sens paysan. Enfin, moi, mes arrière-grands-parents étaient paysans, donc moi, je cultive. Et puis, j'avais mon grand-père et mon père avaient gardé un peu cette fibre de pas se payer de mots, quoi, d'avoir du bon sens. Bah, je l'avais trouvé effectivement à la coordination rurale. Oui, j'y suis pas. Non, mais c'est notre tradition, voilà, notre ADN, voilà. Nous, on écoute tous les représentants de quelque bord politique que ce soit. On fait pas de sectarisme. Si un politique aujourd'hui a une proposition qui va dans le bon sens, et ben on approuve, peu importe sa couleur politique, qu'il soit rouge, rose, bleu marine, bleu clair, peu importe. Mais voilà, nous, tout ce qui importe, c'est ce qui va dans le sens de l'agriculteur. Alors, c'est quoi en 5-6 thématiques, les grands objectifs que se fixe la coordination rurale? La grande thématique, évidemment, c'est le revenu. Et comme on arrive à du revenu, et ben déjà, c'est une PAC qui permet de rémunérer l'agriculteur par le fruit de son travail et non par des aides compensatoires. Donc vous êtes contre la politique agricole commune de l'Union européenne actuellement? Ah, telle qu'elle est actuellement, elle ne va pas. Donc ça passe par des prix garantis, voilà. Ça passe par préférence communautaire, si toutefois elle est possible encore de l'appliquer. Mais bon, on peut avoir quelques doutes dans le fonctionnement de l'Europe. C'est avoir des quotas comme il se faisait il y a quelques années sur le lait, sur le sucre, qui permet d'avoir un contingent et d'avoir un bon équilibre entre l'offre et la demande. Ça passe par là. Ça passe par le droit de faire sa facture, puisqu'aujourd'hui, on est le seul métier où l'agriculteur ne peut pas faire sa facture. Aujourd'hui, vous êtes plombier, vous êtes maçon, vous êtes boucher, vous faites votre facture auprès du client. Nous, on est la seule profession. Vous achetez ce que vous avez besoin, vos intrants, vos pièces détachées, etc. à temps. Vous vendez votre blé, votre colza à tel prix, vous n'avez rien à dire. Ah bon? Donc, on est le seul métier où on ne fait pas sa facture aujourd'hui. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas les tenants aboutissants des problématiques de notre métier, voilà, il faut bien savoir qu'on ne peut pas faire notre facture. Donc nous, c'est le seul syndicat où j'entends les agriculteurs qui se plaignent à juste titre qu'on ne puisse pas faire nos factures. Et ça, ça part de là. Après, le revenu, ça se fait aussi par moins de charges. Donc nous, on veut aussi un bouclier énergétique sur l'électricité. Le fuel, avoir un prix du GNR qui soit maximum 1 euro TTC. Et puis aussi, ça passe par un changement du modèle économique qui nous entoure, puisqu'aujourd'hui, on a la constitution d'oligopole. Je pense notamment à Bigard, dans l'abattage de viande bovine, où il a quasiment le monopole. LDC, dans l'abattage au lait, ils ont quasiment le monopole, où ils font un petit peu de nous ce qu'on veut. Et puis en amont, c'est pareil. Je pense tout ce qui est prix de réparation du matériel, des tracteurs. Où autrefois, du temps de mes parents, grands-parents, était à 80 francs de l'heure. Aujourd'hui, c'est 80 € de l'heure. Et pour cause, parce qu'avant, on avait un petit mécano, et je peux en parler parce que j'avais été un petit peu commercial dans une concession. Et mes grands-parents, du côté de ma maman, ont été mécaniciens concessionnaires. Donc je sais très bien comment que ça se passait, ça se passe maintenant. Parce qu'avant, voilà, vous avez le petit mécanicien qui était à l'échelle plus ou moins cantonale. Maintenant, vous avez des grands groupes qui ont des bases un petit peu sur plusieurs départements. Donc, c'est des chefs d'atelier, des animateurs de vente, des chefs de vente, des secrétaires. Et donc, ça fait beaucoup d'emplois tertiaires qu'il faut rémunérer. Donc, forcément, vous êtes obligé d'arriver à un prix de 80 € de l'heure. Voilà. Et que vous ne pouvez pas, vous soustraire à ça, en fait. Et voilà, on n'a pas le choix.
on nous met un modèle économique qui fait que déjà on n'a pas des prix qui sont bien élevés et le si peu qu'on gagne, ça part pour rémunérer tout ce qu'on a. Des intermédiaires. Voilà, exactement. Exactement. Donc on a un modèle économique aussi qui est à revoir. Alors je crois que vous, un de vos chevaux de bataille, et à juste titre, c'est tout ce qui concerne la MSA et les retraites des agriculteurs. Voilà, donc effectivement, c'est la refonte du financement de la MSA, puisqu'aujourd'hui un agriculteur se voit ponctionner 40% de son revenu par la MSA pour avoir des retraites de misère. Aujourd'hui, c'est des retraites inférieures au SMIC. Moi, je peux vous parler du cas de mes parents où à deux, ils touchent 1 400 € pour 2 personnes, alors qu'ils ont trimé 50, 60, 70 heures. C'est un des grands scandales, à mon avis. J'en avais parlé dans mes programmes, dans le programme de l'UPR, un programme présidentiel où justement je vais insister sur la nécessité d'avoir des retraites dignes pour le monde agricole. Oui. C'est un des grands scandales de la France. On a des gens qui ont travaillé 50 ans et qui ont... Moi, je le vois, j'ai ma campagne dans la Nièvre. Je connais des agriculteurs. Heureusement que parfois il y a de l'entraide où ils se donnent un petit peu à manger des choses comme ça, parce que parfois ils sont. Concrètement, aujourd'hui, les retraites agricoles, s'ils élèvent pas quelques poules, quelques lapins, ils font pas de jardin, c'est très très compliqué pour vivre. C'est un scandale. Et nous, notre ADN depuis la naissance de la Convention rurale, c'est d'avoir ce qu'on appelle une TVA dite sociale, donc TVA sur les produits importés, qui vont financer notre protection sociale en lieu et place de ce qui est ponctionné actuellement aux agriculteurs. Et si on veut pousser la réflexion plus loin, ne faudrait-il pas nous intégrer au régime général que de faire une caisse par corps de métier? Enfin, après, ça serait une réflexion qui sera menée avec les pouvoirs publics, parce que là, aujourd'hui, on voit que la pyramide des âges, elle s'inverse. Il y a un vieillissement de la population, mais on est de moins en moins d'agriculteurs. Donc, peut-on tenir comme ça? Personnellement, moi et mes collègues, on en doute. On en doute très fortement. Et encore une problématique qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui gravitent autour de l'agriculture, que ce soit aussi bien en amont qu'en aval. Je pense aux abatteurs, je pense aux concessionnaires de matériel agricole, qui vivent exclusivement d'agriculture, mais qui ne cotisent pas un seul centime à la MSA. Donc là aussi, il y a une réflexion qui sera menée. Ils vivent tous, si j'ose dire, sur la bête, c'est-à-dire sur les agriculteurs. Ah, mais complètement, absolument. On a l'impression que vous êtes tondus par tout le monde. Voilà, donc il y a de l'argent qui circule, tout le monde gagne de l'argent, sauf l'agriculteur, au final. C'est honteux. Vous avez dit quelque chose sur lequel je veux revenir, parce que c'est un petit peu annexe à la retraite. Enfin, c'est un des moyens de financement, mais c'est au-delà du moyen de financement. Vous avez parlé de TVA sociale. Oui. Donc, en fait, il s'agit, soyons bien précis, c'est votre idée, mais je crois que c'est celle aussi de la coordination rurale. Exactement, ça fait partie de son ADN. En fait, ça veut dire, pour dire les choses beaucoup plus clairement, des droits de douane sur les produits agricoles importés. Exactement. Voilà. Supplémentaires. Alors, on parle de TVA sociale, peut-être pour échapper à cette espèce de chape de plomb où il faut lutter contre le protectionnisme. Mais alors, justement, il y a quelque chose de très nouveau maintenant. C'est Trump. C'est-à-dire qu'on sent que toute l'idéologie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale vers toujours de plus en plus de libre-échange, toujours de plus en plus de libre circulation des capitaux, des êtres humains, des marchandises et notamment de l'agriculture, tous les projets de Mercosur, l'accord Union européenne-Mercosur, là, d'un seul coup, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui vient d'apparaître dans le panorama mondial. C'est le coup de pied dans la fourmilière de Trump. Alors, êtes-vous là-dedans, peut-être, il y a des perspectives qui s'offrent, en fait, pour les revendications de la coordination rurale? Tout à fait, voilà, parce que, un de nos chevaux de bataille, justement, c'est de sortir le secteur agricole du champ de compétences de l'OMC. C'est ce qu'on appelle habituellement l'exception agriculturelle. En fait, c'est un traitement, le même traitement dont bénéficie le secteur de la culture, voilà. Donc ne plus avoir les règles de commerce mondial, donc pouvoir protéger son agriculture, comme le fait le secteur de la culture. Et en soi, c'est vrai que le fait que Donald Trump donne un coup de pied à la fourmilière, ça donne une lueur d'espoir aussi. Oui, parce que l'OMC, Trump en ce moment, il est en train d'écraser toutes les règles de l'OMC. Exactement. Dans l'OMC, il y a notamment, pour les gens qui ne sont pas très familiers, il y avait, c'est un traité qui avait été signé le 15 avril 1994. À Marrakech. Et dedans, c'est toute une organisation avec, notamment, lorsqu'il y a un conflit commercial entre des États, ça doit passer par un organe qui s'appelle l'organe de règlement des différends. Oui. Bon, Trump,
il n'en a tenu aucun compte. Il y a également ce qu'on appelle les droits consolidés, c'est-à-dire qu'il y a toute une série, ce qu'on appelle les pics tarifaires, parce que vous savez que les droits de douane, ça peut sur que vous achetez, je sais pas, un produit de luxe, de la maroquinerie, un parfum, de la viande de porc, des Airbus, etc., ou de l'acierie. Enfin, il y a une très grande nomenclature douanière, et donc il y a des droits de douane qui varient. Mais là-dedans, il y a ce qu'on appelle les droits consolidés, c'est-à-dire pour un même type de produit, par exemple, un État s'engage à ne plus toucher à ses droits, et donc pour avoir l'idée, c'était un cliquet à la baisse, pour que une fois qu'on avait consenti, on pouvait plus remonter. Oui. Et donc Trump, il envoie balader tout ça quand même. Hein. Oui. Donc ça veut dire que loin, ça c'est vraiment quelque chose que je suis 1000 fois d'accord avec tout ce que vous dites. Si on continue comme ça, l'agriculture familiale française est morte. Sauf ceux qui auront la chance d'être sur des stratégies de niche, parce qu'ils ont la chance d'avoir 20 hectares dans une appellation d'origine protégée. Exactement, parce que là, on assiste à une fuite en avant. Bah voilà, vous voulez maintenir votre revenu, bah vous agrandissez. Et derrière, vous avez une structure pour un jeune qui est tout à fait irreprenable. Donc en fait, le système ultralibéral, il n'est pas tenable du tout. Donc vous êtes pour une agriculture familiale, le maintien du... Moi, en fait, c'est l'identité de la France pour laquelle vous exactement, mais tout à fait, voilà. C'est l'entretien de nos territoires derrière. Voilà, c'est culturel aussi, une dimension culturelle, voilà. Et, des vaches ou des moutons qui pètrent dans après, bah voilà, c'est l'image de la France aussi. Donc aujourd'hui, bah si on a pu ça demain, comment vont être entretenus les paysages, il va y avoir un ensauvagement de la France qui va se créer, donc effectivement, et puis c'est les enjeux de souveraineté alimentaire aussi derrière, puisque un État qui se nourrit pas lui-même, bah, il est en danger, il est à la merci de n'importe quelle puissance étrangère. Ça, vous avez mille fois raison, je suis heureux de vous entendre, parce qu'on est d'accord sur tout. Effectivement, c'est fondamental pour un homme d'État, c'est de se poser la question de savoir... Si tout va bien, mais si tout va mal, et en ce moment d'ailleurs tout va mal, tout va d'ailleurs de plus en plus mal, c'est comment on fait si par exemple demain, il y a plus de... Il y a des révolutions dans des pays étrangers, des blocages dans les transports. Si on ne fabrique plus ni ses vêtements, ce qui est le cas d'ailleurs en France, exactement. De plus en plus on dépend du reste du monde pour avoir ses vêtements, ses chaussures, etc. C'est quand même un problème. Si on ne fabrique plus, les produits bruns, les télévisions, à la limite, on peut s'en passer, mais enfin, mais si on fabrique, si on n'a pas non plus l'autosuffisance alimentaire. Dans les années, pendant très longtemps, la France était non seulement autosuffisante du point de vue alimentaire, mais exportatrice considérable. Exactement, tout à fait. Et on a dégringolé d'une façon considérable. Oui, notamment le recul de l'élevage, effectivement, hein, voilà, puisque, moins de prix rémunérateurs, forcément, ça n'incite pas les jeunes forcément à s'installer en élevage. Donc forcément, on devient de plus en plus dépendant. Aujourd'hui, je prends le cas de la volaille, c'est quand même une volaille sur deux qui est importée. Notamment d'Ukraine. D'Ukraine notamment, voilà. Alors malgré qu'ils ne soient pas en Union européenne, on reçoit malgré tout, puisque on vend des armes, donc ils nous payent comment part de la volaille. Je crois qu'ils ne nous payent pas du tout d'ailleurs. C'est pas dans la poche des agriculteurs, je vous rassure. Hein, voilà. Donc au sujet de l'Ukraine d'ailleurs, vous êtes qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine? Très clairement, l'Ukraine n'a pas vocation pour nous à rejoindre l'Union européenne. Hein. Faut savoir aujourd'hui pour demain, parce que l'Union européenne, elle s'agrandit, sauf que le budget de la PAC n'augmente pas. C'est-à-dire, il y a plus de convives autour de la table, mais la taille du gâteau n'augmente pas. Donc, comme vous pouvez imaginer, c'est très problématique. Et là, concrètement, aujourd'hui pour demain, l'Ukraine rentre dans le marché européen. On baisse de 20% les aides compensatoires PAC à nos agriculteurs. Donc, vu les prix de vente qu'on a aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Et ça veut dire importation encore plus massive de poulet. Il y a aussi le sucre, puisque l'Ukraine, c'est quand même un pays qui a quand même des bons rendements en betterave à sucre. Les céréales, forcément. Les semences, où la France occupait jusqu'à maintenant une place de choix. Donc non, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne n'amènera absolument rien de bon, ou pour une petite minorité d'industrie de transformation. Mais en tout cas, les agriculteurs français, et même européens plus largement, n'auront absolument rien à gagner avec l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors, c'est très important parce qu'il y a un moment à partir duquel l'activité syndicale touche
aux choix politiques. Oui. Parce que moi, j'ai pas rêvé. J'ai vu que M. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, enfin qui n'était jamais que le majordome de Macron, d'ailleurs au passage, ça n'a duré que 6 mois, qui a 34 ans, qui est d'une incompétence rare, même s'il est promu devant les médias, il a dit qu'il fallait faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne le plus vite possible. Donc ça veut dire que les agriculteurs, au moment où ils glissent un bulletin dans l'urne, au moment de la politique, il faut qu'ils sachent pour qui ils votent exactement et quelles sont les conséquences. Parce que là, on tourne un peu autour du pot, mais vous êtes pas en train de m'expliquer que vous voulez pas de l'Ukraine dans l'UE, que vous voulez mettre des droits de douane sur les produits agricoles d'importation. Donc ça veut dire on se heurte à l'UE. Et que vous voulez avoir moins de paperasse. On se heurte à l'Union européenne. Que la politique agricole commune, maintenant, favorise les méga-exploitations agricoles et au détriment partout, on se heurte à l'Union européenne. Vous savez que notre mouvement politique propose depuis 18 ans la sortie de l'Union européenne. Moi, quand j'ai créé l'UPR pendant un certain nombre d'années, je rencontrais des agriculteurs. Ils étaient intéressés par ce que je disais, mais il y avait quand même, dans le fond de leur cerveau, cette idée reçue. Ils étaient, pour beaucoup d'entre eux, notamment les plus âgés, ils étaient restés un petit peu sur le temps de Chirac, dans les années 70. À l'époque, la France était bénéficiaire nette encore de l'Union européenne. Exactement. Et puis on avait puis on n'était pas dans l'UE, on n'était pas dans l'euro. C'était encore le marché commun, c'était autre chose. Et est-ce que vous pensez que le monde agricole de plus en plus comprend par exemple que la France est contributrice nette? C'est-à-dire que quand nous on dit qu'on sort... Moi j'avais rencontré il y a 15 ans des agriculteurs qui me disaient mais on peut pas sortir de l'Union européenne parce que sinon nous on n'aura plus nos primes. Et je leur disais mais pas du tout, si on sort de l'Union européenne, on pourra vous donner encore plus de primes puisque ça nous coûte beaucoup plus cher que si on traitait directement. Est-ce que cette conscience-là, les agriculteurs qui sont encore une fois des gens de bon sens, est-ce qu'ils commencent à le percevoir mieux qu'avant? Oui, vous voyez que petit à petit, bon, il y a toujours du chemin à faire, certes, mais vous voyez que le fonctionnement de l'Europe tel qu'il est aujourd'hui ne nous apporte rien de bon. Après, je me répète une fois de plus, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas avoir des aides compensatoires, mais c'est bien les prix de vente de ce qu'on produit qui fasse notre revenu. Pas d'assistanat, quoi, c'est ça? Pas d'assistanat, exactement, voilà. Ou qu'on réserve ça vraiment pour les zones où il est difficile de maintenir l'agriculture. Je pense à l'agriculture de montagne. Là, ça pourrait avoir tout son sens, effectivement. Mais après, clairement, en zone de plaine, voilà, qu'on puisse vivre du fruit de son travail. Mais ouais, je vois très bien tous les jours, quand je côtoie les agriculteurs, que le fonctionnement de l'Europe tel qu'il est, il nous amène à rien de bon. Alors, au moment des élections européennes, je fais un petit peu de politique. Nous, notre mouvement, on a fait 1,04% des suffrages en ayant 0% de couverture médiatique. Donc, nous ne vivons que grâce à UPR TV, où je vous remercie de venir, où on reçoit des gens d'ailleurs de tous les horizons, enfin ceux qui veulent bien venir. Mais d'après les sondages post-électoraux, notre mouvement politique a fait 3% chez les agriculteurs, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même 3 fois plus que la moyenne des Français, ce qui prouve que notre message passe quand même peut-être un petit peu plus chez les agriculteurs. Mais j'avoue, je vous fais part d'un petit peu de mon désarroi quand je pense qu'il y a quand même 97% des agriculteurs qui ont voté pour d'autres partis politiques. Alors, il y en a qui votent pour le Rassemblement national. Mais enfin, le Rassemblement national, ils ont des mots très sympathiques comme ça. Bon, mais en pratique, ils restent dans l'Union européenne, dans l'euro. Sur l'Ukraine, finalement, ils sont extrêmement ambigus puisqu'ils ont endossé le narratif. Et puis, il y a une partie des agriculteurs qui votent encore Macron. Alors, c'est quoi ça? Comment vous expliquez ça? Alors, pour les macronistes, c'est extrêmement simple. De toute façon, en général, moi, je m'aperçois qu'en fait, la ligne de fracture aujourd'hui chez les agriculteurs, elle est entre les agriculteurs où les générations précédentes ont toujours su agrandir, moderniser l'exploitation en heure en temps, et les jeunes qui ont repris, soit aujourd'hui ou il y a même 10 ans ou 15 ans, n'ont pas eu de mal de créer quelque chose de viable, puisque de toute façon, voilà, papa, maman ont transmis quelque chose de bien. Bon, majoritairement des gens plutôt affiliés FNSEA, donc qui finalement s'accommodent très bien du détricotage de la PAC, de l'ultralibéralisme, on va dire. Ils s'en accommodent. C'est une minorité, ça. Il n'y a pas au fond d'eux quand même un peu de... Enfin, c'est la France, comme on le disait tout à l'heure, le patriotisme quand même. Là. Alors,
généralement, c'est des gens aussi, c'est un peu confus parce que c'est des gens aussi qui occupent des postes d'administrateurs de coopératives, qui cumulent, voilà, fonction syndicale, administrateurs dans les copés, donc des gens qui sont un peu déphasés. Et puis, de l'autre côté, effectivement, les gens dont moi je me classe très volontiers, qui se battent, qui peinent pour vivre, et ça c'est l'immense majorité, effectivement. Donc voilà ce qui explique pourquoi d'un côté, il y a des gens qui votent pour le macronisme. Après, pourquoi il n'y a que 3% d'agriculteurs qui votent pour vous? Je crois que vous avez la réponse, c'est la faible couverture médiatique. Après, les agriculteurs, comme tout corps de métier, ils vont voter pour ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. À la télé. Et voilà, que ce soit la télé, la radio, les journaux, et on sait très bien que ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'entend pas, n'existe pas. Mais vous nous connaissez quand même. J'essaye d'être... moi, de par mes fonctions, j'essaye d'être assez curieux, de voir ce que l'ensemble de la classe politique nous propose. C'est mon devoir en tant qu'élu chambre d'observer, d'analyser ce que tous les acteurs de la vie politique française peuvent nous proposer, ce qui est bon ou n'est pas bon. Mais voilà, donc naturellement, oui, je connais votre mouvement. Ouais. Alors maintenant, vous allez vous avez pris vos fonctions d'élu, donc oui. De vous représenter la coordination rurale, le département de la Sarthe, voilà, donc à la Chambre d'agriculture. Et puis à la Chambre régionale aussi, Pays de la Loire. À la Chambre régionale Pays de la Loire, donc vous prenez des responsabilités au-delà de votre exploitation. Vous allez réussir à tout gérer comme ça, oui. On essaye. Après, j'ai la chance que je fais que de la production végétale, donc j'ai pas d'astreinte liée à tout ce qui est activité animale. Donc déjà, c'est un avantage énorme. Je crois savoir que vous avez participé récemment à des manifestations. Tout à fait. Qui vous ont valu d'être mis en garde à vue. Exactement, dans l'Essonne, voilà. On avait eu le tort de ne pas avoir la bonne étiquette syndicale. Ah oui. Voilà, c'est de la discrimination syndicale. Donc, alors, on savait que la FNSEA, dans le cadre de la cogestion, donnait ses ordres au ministère de l'Agriculture. Mais on a découvert, mais on ne l'a pas découvert cette année, on l'a découvert l'an dernier quand nos collègues du Lot-et-Garonne ont manifesté à Rungis, que la FNSEA donnait aussi ses ordres au ministère de l'Intérieur. Donc la cogestion ne se cantonne pas au ministère de l'Agriculture. Ah oui. Voilà. C'est un État dans l'État, en fait. Oui, je dirais même que c'est une république bananière dans l'État. Parce que si vous avez un petit peu suivi les élections chambres, oui. Il y a 4 départements où la coordination rurale est arrivée en tête et la FNSEA a ravi la présidence dans ces 4 départements. Donc il s'agit du Loir-et-Cher, de la Lozère, de la Charente-Maritime et de la Gironde. Puisqu'en fait, dans le fonctionnement de la Chambre d'agriculture, vous avez plusieurs collèges, donc le plus important étant celui des agriculteurs. Il y a aussi un collège banque, un collège assurance, un collège coopérative. Et en fait, la FNSEA, qui dans le collège agriculteur n'avait que 3 sièges contre à peu près 14 pour la coordination rurale, s'est alliée avec d'autres collèges pour prendre la présidence. Alors que logiquement, le bon sens voudrait que les autres collèges suivent la tendance qui arrivait en tête chez les agriculteurs, puisque ces agriculteurs, qu'il faut vivre l'agriculture. Alors ça, c'est très important aussi, ce que vient de dire Benoît Bulot, dont on n'a pas beaucoup parlé dans la presse. On a quand même fait valoir dans la presse, effectivement, que la FNSEA s'était pris une gifle historique, puisqu'ils ont quand même eu un dégringolade de leur oui, voilà, tout en restant... Quand même, ils ont eu 51% des suffrages au niveau national, je crois. Alors non, au niveau de la Sarthe, ils ont 51%. Ah, ça. En revanche, au niveau national, ils passent sous la barre des 50% avec 46% des voix. 46%. Et ce qui est étonnant, c'est que le jour de dépouillement, alors certes, on a les résultats département par département, mais le ministère de l'Agriculture annonce les différents rapports de force, même s'il y a toujours des départements, ça prend un tout petit peu plus de temps pour dépouiller. Cette année, les pouvoirs publics ont mis 1 mois et demi pour annoncer les résultats entre les principaux syndicats agricoles. 1 mois et demi? Oui, parce qu'on sentait bien que les pouvoirs publics, ça les dérangeait. Ils ne voulaient pas admettre que la FNSEA, pour la première fois de son histoire, passait sous la barre des 50%. Mais il y a quoi? Il y a eu un trucage des résultats ou... il y a... Alors, ça, c'est une autre problématique, effectivement. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait mal, parce que on a aussi un système de bourrage d'urnes, puisque les FDSEA dans chaque département organisent ce qu'on appelle des apéros dîners votes pour leurs adhérents. En fait,
Mais j'ai dit, hein, voilà, vous avez parlé un petit peu vite, FDSEA, voilà. La FNSEA, c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, et les FDSEA, c'est la même chose au niveau départemental. Voilà, c'est la déclinaison départementale, exactement. Et en fait, les FDSEA, dans chaque département, ils convient leurs adhérents à ce qu'on appelle un apéro, dîner, vote. En gros... On fait boire les gens, et après... Voilà, vous êtes tout à fait compris. On vous paye à boire et à manger pour voter. Et d'ailleurs, il y a une de nos membres en Sarthe qui a fait des recherches sur son ordinateur. On a remarqué que beaucoup d'adhérents ont voté le même jour, la même heure, la même minute. C'est incroyable. Oui, alors soi-disant que ce n'est pas illégal, mais c'est clairement déloyal. Donc on peut appeler ça un bourrage d'urne, effectivement. Oui, on n'est pas loin effectivement de la République bananière où on fait voter les gens. Ah, complètement. C'est comme les macronistes qui font voter dans les EHPAD des personnes qui sont en fin de vie, qui n'ont même plus leur... Oui, c'est le même système, tout à fait, on est bien d'accord. Alors ça, c'est vraiment extraordinairement choquant. Mais alors, ce qui est également choquant, je reviens sur ce que vous avez dit, c'est que la FNSEA a perdu 4 départements, ce qui est quand même la première fois de toute son histoire. Alors, en fait, elle a perdu... nous, on a gagné dans 14 départements, mais il y a 4 départements sur les 14 qu'on a gagnés. Il y a 4 départements où la FNSEA a ravi la présidence. Ah d'accord, mais les 10 autres alors? Eh ben donc c'est un président ou une présidente issue de la coordination rurale. Ah quand même. Alors voilà. Donc d'accord, j'avais pas bien compris. Donc il y a 14 départements sur la centaine de départements où la FNSEA est arrivée après la coordination rurale. Donc ça c'est quand même un grand bravo pour ce syndicat. Non mais c'est vrai. Et sur les 14 départements où normalement c'est la coordination rurale qui aurait dû prendre la présidence, il y en a 4 sur les 14 où ils ont perdu, et c'est la FNSEA qui a quand même gardé la présidence par une entente, en fait, avec les banques, avec une magouille, en fait. Avec les représentants des autres collèges. Voilà. Donc, se pose la question, est-il normal que des représentants de banques, d'assurances, de coopératives siègent dans une chambre d'agriculture? Et je vais pousser le raisonnement un tout petit peu plus loin. Je vais prendre le collège banque ou assurance. Collège banque, il n'y a que le crédit agricole qui siège dans le collège banque. Or, tout le monde sait qu'il y a, à minima, 3 acteurs dans le secteur bancaire au niveau de l'agriculture, puisque vous avez le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, dans une moindre mesure le CIC également. L'assurance, on sait très bien qu'il n'y a pas que Groupama qui fait l'assurance agricole. Néanmoins, dans le collège assureur, il n'y a que Groupama qui représente l'assurance agricole. Donc se pose la question de revoir de fond en comble la composition des sièges qui composent la Chambre d'agriculture. Et de la coordination rurale a un projet là-dessus, un programme spécifique là-dessus? Oui, tout à fait. Voilà, donc, Alors ça, moi, je suis très intéressé parce que nous, à l'UPR, vous savez que nous sommes très, très démocrates. Nous n'avons de cesse que de nous plaindre et contre le verrouillage, en fait, de la scène française, la scène politique française. J'en parle souvent, c'est que nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On appelle ça le Frexit. Qu'il y ait des gens qui soient contre, je le comprends. Il y a en France, d'après tous les sondages, il paraît qu'il y aurait au moins 35-40% des Français qui, en fait, seraient d'accord. Je rappelle quand même le traité de 2005, le référendum de 2005, il y a quand même 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Même si sur les 55%, tout le monde ne voulait pas nécessairement sortir de l'Union européenne, c'est quand même largement majoritaire. Et les gens qui sont en faveur de la sortie de l'Union européenne sont de plus en plus nombreux, en fait, en France. Et donc, je fais remarquer, moi, c'est un scandale absolu, c'est que il y a 0 député en France, au Parlement français, et 0 sénateur qui sont en faveur de la sortie de l'Union européenne. C'est quand même incroyable. En Allemagne, par exemple, où lors des dernières élections générales, il y a le parti Alternative für Deutschland qui maintenant est en faveur de ce qu'eux, ils appellent le Dexit, la sortie de l'Union européenne, eh ben, ils ont eu à peu près 25% des suffrages. Donc, ils ont des députés, il y a des députés au Bundestag allemand qui veulent la sortie de l'Union européenne pour l'Allemagne, etc. Nous, en France, on a un verrouillage médiatique qui fait que notre parti, il est interdit d'antenne. Donc, heureusement qu'on a notre chaîne UPR TV, qui d'ailleurs est la chaîne la plus suivie de tous les partis politiques français. On cumule 111 millions de vues, je le signale, alors que le RN est à 10 millions ou 11 millions de vues. Alors, évidemment, eux, ils sont en permanence à la télévision où M. Bardella fait des selfies. Et puis mais à part faire des selfies, qu'est-ce que M. Bardella fait? On se pose la question.
Et donc, nous, on est confrontés à ce verrouillage, et je constate que vous, c'est la même chose à votre niveau dans le monde agricole. C'est absolument inimaginable ce que vous m'expliquez, que, en fait, enfin, la logique voudrait que la présidence des chambres d'agriculture aille au syndicat qui arrive en tête. C'est le vieux système qui perd son sang-froid, qui essaye... des notables locaux avec l'énergie des espoirs, qui essayent par des voies déloyales de garder le pouvoir, quoi. C'est un peu une oligarchie qui essaye de sauver les meubles comme elle peut. Enfin, moi, c'est la lecture que le plus grand nombre peut en faire. On va arriver au bout de cet entretien qui est tout à fait passionnant, on parlerait des heures, sur les grands sujets commerciaux internationaux, l'accord UE-Mercosur par exemple. Nous, on s'oppose bien évidemment fermement à tout accord de libre-échange, puisque nous avons toujours mis en exergue le caractère exceptionnel de l'agriculture, puisque, rappelons-le, l'agriculture, c'est en lien avec le climat, le sol, le relief, donc ce sont des choses qui ne sont pas délocalisables. Donc, en soi, mettre en concurrence un agriculteur français, européen avec un agriculteur sud-américain est une pure hérésie. Et en plus, ça a un impact, on le disait, sur l'identité nationale. Exactement. Et puis, à l'heure où on nous parle de protection de l'environnement, est-ce que ça a un sens de faire circuler des cargos d'un bout à l'autre du monde pour importer des marchandises qu'on est tout à fait capable de produire chez nous? Personnellement, j'en doute. Encore une fois, je suis 1000 fois d'accord avec vous. J'avais fait une petite vidéo, je me rappelle, il y a peut-être 2 ans là-dessus. Donc moi, j'ai mes attaches dans la Nièvre. Un village de 2000 habitants, il y a un petit supermarché, enfin, c'est plus qu'un supermarché, c'est un petit hypermarché, un intermarché, ça s'appelle. Et j'avais été sidéré, c'était en plein été, il y avait des oignons. Et il y avait 6 ou 8, vous savez, des endroits où on pouvait se servir des oignons. Oui. Et il y en avait un qui venait de France. Les autres qui venaient d'Australie, qui venaient d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. Il suffit d'aller chez un agriculteur à 50 mètres de là pour acheter des oignons. Enfin, donc il y a, et là c'est quand même, on voit bien au passage l'hypocrisie et le double discours de tous les européistes, des libre-échangistes qui d'un côté veulent faire de l'écologie sanction en créant les ZFE, en sanctionnant considérablement dans d'autres sujets, mais qui concernent aussi les agriculteurs. Par exemple, l'affaire des DPE sur l'immobilier, c'est des choses démentes. Il faut lutter contre les passoires énergétiques. Mais résultat, ils sont en train de tuer le marché de l'immobilier. On n'a jamais eu autant de personnes à la rue parce que les gens ne veulent plus louer en région parisienne. Donc on prend des mesures comme ça, et au même moment, on fait venir de Nouvelle-Zélande, enfin on peut pas trouver plus loin. S'il y a les îles Antipodes, c'est quand même quelques centaines de kilomètres plus loin. Exactement, tout à fait, on marche sur la tête. Voilà, vous avez très bien résumé la situation ubuesque dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Écoutez, merci de cet entretien. Merci de m'avoir reçu. Moi, je souhaite, si tous les agriculteurs qui m'écoutent, si certains portent attention à ce que nous disons, moi, je vais faire de la pub pour votre syndicat. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je trouve, honnêtement, c'est en tout cas le syndicat avec lequel on se sent le plus en phase. Vous êtes apolitique, bien entendu, je respecte parfaitement votre apolitisme, mais quand même, il y a un moment à partir duquel la situation devient tellement grave que faire de l'apolitisme, c'est faire de la politique quand même. Se proclamer apolitique, c'est quand même être politique et puis faire le jeu, en fait, de forces oligarchiques, de forces financières qui sont en train, mine de rien, de détruire le monde agricole français, et notamment la petite agriculture française familiale. Mais la France sans agriculture familiale, c'est plus la France, en fait. Ce n'est plus la France, non, c'est plutôt notre identité, non, du tout. Ça ne correspond pas du tout à notre histoire, effectivement. Merci Benoît Bulot de nous avoir... Merci Monsieur Asselineau. Eh bien, j'espère que ça vous a intéressé. Eh bien, à bientôt pour un autre entretien. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.